Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va partir d'un aphorisme que j'ai entendu hier soir. Il n'est pas de moi. C'est pas un adage, mais ça pourrait l'être. Que dit cet aphorisme? Écouter, c'est choisir ce que l'on veut entendre. Je l'ai trouvé sublime. Et surtout, tellement clinique. Et oui, parce que là, vous êtes au cœur de la nature psychique humaine, avec tout ce que ça peut générer. Et vite fait, parce que j'ai pas le temps comme d'habitude, vite fait, on va essayer de regarder ça. Cette phrase, elle semble intuitive. D'une certaine manière, je dirais qu'elle contient non pas une contradiction, mais un paradoxe, qu'on va soulever. Car, posé tel que, si écouter est un choix, mais un choix pour qui? Qui choisit? Alors vous allez me répondre, bien évidemment, de concert, eh bien, pour la personne qui écoute. Eh bien, ce choix, on va l'interroger. Parce que ce choix est-il libre? Est-il déterminé? Est-il prédéterminé? Est-il sous influence? Et si oui, de quoi? Pourquoi en parler d'un paradoxe? Eh bien, tout simplement, parce qu'on peut avoir l'impression que l'écoute est quelque chose d'extrêmement naturel, fluide. Or, c'est pas le cas. On est obligé déjà d'emblée de ne pas confondre écouter et entendre. Entendre, c'est la réception sensorielle du son. C'est neurophysiologique. Écouter, c'est une transformation interprétative de ce son, de cette parole entendue, ou de ce flot de paroles, ou d'un silence. Il n'y a pas plus parlant, souvenez-vous d'une vidéo qu'on avait faite, il n'y a pas plus parlant qu'un silence. Mais dès qu'il y a, on est au cœur de notre sujet, dès qu'il y a interprétation, il n'y a pas d'écoute possible sans interprétation. Dès qu'il y a interprétation, il n'y a plus de neutralité. Parce que les mécanismes qui nous permettent d'interpréter les choses, ils ne sont pas neutres. Le son, la parole de l'autre, ou les paroles de l'autre, ce que l'autre exprime, c'est jamais neutre, non seulement pour lui, mais pour celui qui le réceptionne. Ses propos, ils vont être traités, filtrés, interprétés, organisés, réinterprétés pour ne pas dire. C'est pas le cerveau au sens biologique qui va activer ce genre de choses. C'est pas suffisant, c'est pas consistant ça. La communication entre les êtres humains est extrêmement compliquée, on peut pas considérer que c'est une problématique neurobiologique, c'est pas possible. C'est une organisation plus large, nettement plus large. La structure psychique. J'en arrive à la thèse centrale. Il n'y a pas d'écoute sans structure psychique. Préalable. C'est que l'écoute, c'est un pur effet de structure. L'écoute, c'est un effet de structure. Ce n'est pas le sujet, la personne qui écoute. C'est la structure qui écoute au travers du sujet, par l'intermédiaire du sujet. Je dirais même mieux, le sujet écoute et la structure interprète ou réinterprète. Le sujet n'en deviendrait que le porte-parole de l'interprétation de la structure. L'écoute, c'est un effet produit par la structure, par l'organisation psychique. Autrement dit, l'écoute n'est pas un acte libre, c'est un effet de langage, c'est un effet de l'histoire, c'est un effet de position subjective. Et ce qui vous permet d'avoir cette position subjective, c'est votre structure psychique. L'écoute, c'est un effet de structure, avec tout ce qui la compose. On y reviendra une poignée de secondes tout à l'heure. Autrement dit, ce que l'on croit est une réception objective de la réalité auditive, ça c'est entendre à la limite. Oui, mais l'écoute, ça peut pas être ça. L'écoute, c'est une organisation interne de la réalité entendue et interprétée. Vous répondrez toujours à votre interlocuteur en fonction de l'interprétation du propos que vous en avez eu. Il n'y a pas d'écoute sans effet de positionnement subjectif. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Principalement deux choses. Le désir et la peur. De manière synthétique. Pour une raison simple, tout être humain, à échelle, un tantinet différente, il va avoir un désir et une peur. Son désir, être aimé, être apprécié, être retenu, attirer votre attention. Sa peur, tout l'inverse, ne pas être considéré, ne pas être retenu, être abandonné, être rejeté, ne pas être apprécié.
L'être humain, il est forcément tenu par ces deux axes-là. Je peux vous aider, ça s'appelle psychothérapie. C'est-à-dire que l'écoute, si on revient à la notion de l'écoute, c'est extraordinaire comme sujet. Si on revient à l'écoute, comme quoi là, regarder la télé, c'est vachement utile des fois. Entre deux matchs de foot, je tombe sur cette phrase-là, et le lendemain, je vous sors une vidéo. Ça veut dire quoi? L'écoute, elle est constamment orientée par ces deux forces fondamentales. Le désir de plaire et la peur de ne pas plaire. Donc, dit autrement, le désir d'entendre ce qui confirme le sujet, autrement dit sa valeur, et la peur d'entendre ce qui menace la valeur du sujet. Ainsi, dans toute interaction, l'être humain sélectionne ce qui nourrit une cohérence interne et cherche à évaluer bien évidemment ce qui pourrait remettre en cause, ce qui risque de remettre sa valeur en cause, c'est le cas de le dire, donc créer du déséquilibre chez lui. Cette mécanique produit un effet, j'ai bien entendu, j'ai bien écouté ce que m'a dit l'autre. Mais en réalité, on a surtout écouté, reconnu d'une certaine manière ce qui était déjà structuré en soi. Un exemple clinique extrêmement explicatif. Le dépendant affectif. Le dépendant affectif, il n'écoute pas simplement l'autre. Il écoute surtout le risque de rejet, le risque d'abandon, le risque de ne pas être à la hauteur, le risque de décevoir. Entre autres, tout ça. Ainsi, une phrase prononcée par l'autre neutre, totalement neutre, risque d'être interprétée au nom de la structure du dépendant affectif. Il n'a pas demandé à être comme ça. Eh bien, ce qu'a dit l'autre, il y a le risque que ça soit interprété comme une critique, ou comme une phrase à double sens. Un silence, parfois, peut également être interprété comme une rupture, une mise à distance, une inconsidération. Ça peut se comprendre, hein, mais c'est un effet de structure. Parce que la même personne, une autre personne qui n'aura pas la même problématique, une personne qui n'aura pas ce trouble-là ne verra pas, n'y mettra pas la même intensité, n'aura pas la même interprétation, la même réinterprétation. C'est pas l'information en elle-même qui est déterminante. C'est la structure qui attend l'information, qui traite l'information et qui en restitue quelque chose. Autrement dit, l'écoute est toujours partielle, même lorsque nous répondons à l'autre. En réalité, nous répondons à ce que nous croyons avoir entendu, à ce que nous craignons ou à ce que nous désirons. D'où ce paradoxe fondamental. Nous croyons répondre à l'autre, mais en réalité, cet effet de structure fait qu'on se répond particulièrement à soi-même. D'où les immenses et malheureuses problématiques de communication entre les êtres humains. C'est là, c'est exactement là que se loge la clé de voûte des problématiques de communication entre les êtres humains. Il n'y a pas d'écoute neutre, il n'y a pas d'écoute objective, sans que la structure n'intervienne, ne parle au travers de ce que nous croyons avoir écouté ou entendu. Ainsi, écouter et écouter son interlocuteur, tenter de comprendre ce qu'il nous raconte, tenter d'interpréter au plus près de ce qu'il a dit, l'interlocuteur, ça peut être une femme, peu importe, tenter de comprendre ce que l'autre nous a dit est un exercice incroyablement complexe pour la nature humaine. Ça dépend de sa structure psychique, bien sûr. Autrement dit, écouter n'est pas recevoir un message, à interpréter. Entre autres, il est ça. Mais pour la nature humaine, pour le sujet, recevoir un message, c'est recomposer le même message à partir d'une structure préexistante. C'est la structure qui vous permet d'interpréter les choses, qui vous fait espérer que l'autre a dit ça, ou vous fait craindre que l'autre a dit ça. Il y a des sujets d'un basique déconcertant, bien évidemment, il n'y a pas trop d'enjeux, mais dès qu'il est question, effectivement, de chacun, du sujet, pas des sujets dans lesquels vous n'êtes pas concerné, bien qu'il y a des gens qui partent au quart de tour parce que, en défendant leurs idées, ils se défendent eux-mêmes, d'une certaine manière. Ils ne font pas le distinguo entre leurs idées et eux-mêmes. Voilà, ils incarnent leurs idées, c'est bien, mais ça doit rencontrer une certaine limite, parce qu'on peut s'embrouiller avec tout le monde, alors, dans ces cas-là. C'est pour ça que certains sujets sont tabous dans les familles ou dans les relations humaines, parce qu'on sait très bien que le désaccord, il va vite monter en mayonnaise, quoi. C'est toute cette mécanique qui rend les relations humaines, la communication humaine viable, bien évidemment, mais risquée. C'est le souci. Risquée, mais surtout particulièrement biaisée. On croit se comprendre, ou on prétend à se comprendre, ou on rêverait que l'autre il nous comprenne. J'ai envie de dire, le problème il commence déjà ici. Dites simplement les choses avec le risque, effectivement, que vous ne serez pas entendu à votre juste valeur. Vous rêvez, on rêve tous d'être entendu comme on le souhaiterait. Or, attention, c'est un mécanisme qui est incroyablement compliqué. Quand ça arrive, vous pouvez sortir le champ. Ou autre chose, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt rare, en général. T'as plus de chances de fêter la victoire de la France en Coupe du Monde que ton mec, ta femme, ton père ou ta mère ou ton enfant qui a compris ce que tu lui avais dit, qui a entendu, qui a écouté ce que tu lui avais dit. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre.
Quand je vous parle de structure, on va élaborer un concept en 3 secondes. Quand je vous parle de structure, je ne parle pas d'un concept vague, je parle d'un système psychique d'organisation interne du sujet. Si ça c'est un système vague, bah franchement, qu'est-ce qu'on fait? Ce système, cette organisation interne psychique, c'est un système archaïque. Il est construit précocement. Et c'est ce système, cette structure qui va déterminer comment un individu reçoit et transforme ce qui lui arrive, interprète et réagit quand on lui parle de telle ou telle chose. Cette structure, elle repose sur quelques éléments fondamentaux. Vous les connaissez, l'accueil précoce, quand vous arrivez petit bébé, comment on vous accueille, ça c'est capital, c'est déterminant. La qualité du lien primaire, fondamental. C'est comme ça que tout commence. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, c'est comme ça que tout commence. La racine, elle est là. Les considérations reçues, bien évidemment. Le miroir identitaire, on l'appelle aussi. Le langage, comment le monde, l'extériorité a parlé au sujet. Comment ce monde-là, cette extériorité, les parents, bien évidemment, l'accueillent. Comment on a parlé au bébé, comment on a parlé au sujet, voilà, pour lui développer ses facultés, ses capacités de langage notamment. Le langage, c'est pas que la parole, hein, c'est multidimensionnel. Le regard, c'est un langage extraordinaire. Vous avez vu le nombre de trucs qu'on peut se faire passer les yeux dans les yeux? T'as même pas besoin de parler des fois, t'emmerdes pas, tu fais des économies. Les instances internes, le moi, le ça, le surmoi, comment le sujet communique avec lui-même, comment il est avec lui-même, en lui, avec lui-même. Voilà, avec ses désirs, le ça, avec ses interdits, le surmoi, avec son moi, effectivement, qui tente d'organiser tout ça, de maintenir un équilibre, d'être un régulateur. C'est compliqué, ça. On n'a pas besoin d'être dans les complications du rapport à l'autre pour avoir des complications. Le rapport à soi-même, c'est quelque chose qui peut s'avérer extrêmement compliqué, redoutable pour certaines personnes. Alors ils vont essayer d'organiser des systèmes divers et variés dont on parle souvent sur cette chaîne pour effectivement déplacer leurs problématiques, refouler leurs problématiques, dénier leurs problématiques, s'occuper des autres et ainsi de suite. Le lien à soi-même est un lien incroyablement compliqué pour l'être humain. Et ce sacro-saint narcissisme. La structure, c'est aussi du narcissisme. Il ne peut pas y avoir d'élaboration structurelle sans narcissisme, c'est pas possible. La structure, c'est tout ça. La structure, c'est un ensemble organisationnel composé de l'accueil, de la valeur du sujet, des affects reçus, échangés, partagés, de la considération, des traumatismes malheureusement, des psychopathologies qui sont apparues au long cours de l'existence du sujet, de l'être humain, du langage corporel qui plus est, langage phonétique, oratoire a fortiori, les instances internes du sujet avec lui-même et comment ça a été effectivement vécu avec les autres, partagé, et la stabilité narcissique, le développement narcissique, l'estime de soi, ainsi de suite, c'est un pure émanation du narcissisme. Voilà donc tout ça, tout ce matériel-là, qui se met en place dès le départ, ça va former ce qu'on appelle une structure, une organisation interne, psychique, de la vie du sujet. Ces structures, elles vont être très différentes les unes des autres, il n'y a pas une structure qui ressemble à une autre, c'est pas possible. 7 milliards d'habitants, 7 milliards de structures, mais néanmoins on va quand même les classer dans différentes catégories, on ne raisonne plus en termes de classification de structures aujourd'hui, la structure existe toujours, heureusement, mais effectivement on les appelle moins par leur nom, et 3 sont incroyablement célèbres, c'est Freud qui les a rendus célèbres, la psychose, la névrose et la perversion. Néanmoins on en garde tous les signes cliniques, on donne crédit aujourd'hui beaucoup plus aux signes cliniques qu'aux structures, c'est bien dommage, mais parce que parfois ça a été très utile, et puis parfois finalement c'était un peu incongru, on ne savait pas trop quoi faire avec tout ça, donc la psychiatrie moderne, notamment sous l'égide du DSM, voilà, potentiellement admirable ou critiquable, les deux, il n'y aura pas vraiment de juste milieu sur le coup, mais à la limite, voilà, a pris soin de ne plus raisonner en termes de structure, au niveau de la classification. Et donc ces structures, elles vont prendre le nom, voilà, vous le savez, névrose, perversion, psychose, bien évidemment. Alors certains parleront éventuellement de la structure état limite, d'autres parleront à juste titre de la structure des troubles de personnalité, voilà, qui ont un tel type de formatage, tout en étant très disparates d'une certaine manière, néanmoins peuvent sembler provenir et émaner d'une structure spécifique, singulière, particulière. C'est-à-dire qu'il n'est ni une névrose, ni une structure de perversion, ni une structure psychotique. Pourquoi il me semble que les troubles de personnalité sont plus en eux-mêmes, même s'ils sont très différents, il y en a 10, hein, me semblent représenter plus une structure en eux-mêmes que l'état limite, ce qu'on appelle les états limites, c'est bien tout simplement parce que, au cœur de ces 10 éléments du trouble de personnalité, on retrouve le trouble de personnalité borderline. Donc si lui
à lui seul, il est une structure, je ne vois pas comment il pourrait être une structure à lui seul, alors qu'il est effectivement un des 10 éléments d'un trouble de personnalité. Donc dans ce cas-là, je pense que la structure en elle-même serait plutôt tout ce qui émane du trouble de personnalité, peu importe qu'ils soient très différents les uns des autres, mais à la limite, voilà, là, on pourrait tenir probablement une quatrième structure. N'oubliez jamais que le trouble de personnalité narcissique fait partie des troubles de personnalité. Donc en soi, il s'agirait bien, moi qui ai tendance à considérer que le pervers narcissique est une structure, présente une véritable structure, effectivement ça pourrait, tout en ayant des grosses différences avec quelqu'un qui est borderline, quelqu'un qui est dans une personnalité schizoïde, une personnalité schizotypique, personnalité paranoïde, trouble de la personnalité dépendante, et j'en passe, je ne vais pas vous lister les 10, on en est pas loin de 5-6 déjà, voilà, c'est ça qui pourrait représenter une quatrième structure. Après, vous savez, les psys, on passe notre temps à pas être d'accord, le problème il n'est pas là, ce qui compte c'est l'utilité au patient, c'est ça qui compte. Après si on a que ça à faire que de faire de la théorie, d'être d'accord ou pas d'accord, ça c'est une autre affaire, c'est l'affaire des psys, c'est l'affaire des cliniciens entre eux, ça c'est une autre affaire. Faut pas que les patients s'emmerdent avec ce genre de truc. Le patient doit recevoir un bon soin de son psy, et ça sera déjà très bien comme ça. Et qu'il s'en serve pour effectivement se comprendre et essayer de se reconstruire mieux, de déconstruire l'ancien système, c'est toujours un petit peu complexe, et effectivement de tenter à côté, concomitamment, de recréer un sillon, de reconstruire une autre modalité de son rapport à lui-même et de son rapport à la vie, son rapport à la réalité. C'est ça qui doit intéresser, principalement et particulièrement un patient. À partir de là, si on résume, la phrase de départ, écouter, c'est choisir ce que l'on veut entendre. Vous avez tous compris que c'était plus une histoire de choix. Autrement dit, ce que le sujet croit entendre dans la parole dépend moins de la parole elle-même que de la structure qui la reçoit, cette parole, et qui l'interprète. Et qui fait réagir le sujet de telle ou telle manière. C'est pas une histoire de volonté consciente. C'est l'histoire de structure. C'est l'histoire d'organisation psychique qui nous fait écouter et entendre, éventuellement, et interpréter et réinterpréter et surinterpréter parfois les choses, c'est la structure. L'écoute, c'est avant tout un effet de structure. C'est une question de structure. Je vous dis ça sans vouloir être structuraliste à outrance, hein, mais je vous renvoie à la base des choses. Incontournable, je vous renvoie à l'incontournable. Vous n'êtes pas obligé de le voir, hein. Ça c'est à chacun. Hein. J'espère vous avoir intéressé, prenez tous un immense soin de vous, à très bientôt pour un autre thème.